Merci. Sur ce très bel appel à la réflexivité scientifique, je donne la parole à cette assemblée. Donc, n'hésitez pas à vous manifester pour prendre un micro ou pour vous adresser à Taher ou à Mustapha. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une série de 3 questions et on laissera le temps à nos invités d'y répondre. Bonsoir, merci pour vos interventions. 2 choses. Premièrement, au niveau d'Amazon, qui impose une cadence extrême au niveau de ses salariés. J'ai de vive voix une personne qui a 20-30 ans et qui a fait 1 mois là-bas. Il se retrouve avec un léger trouble musculo-squelettique. Il n'a que 20-30 ans, il est dans la force de l'âge. Et deuxième point, ce que vous me dites, connaissez-vous le Fairphone ? Fairphone, c'est l'idée de construire un téléphone portable à partir de matériaux récoltés éthiquement. Typiquement, c'est des Africains qui vont creuser leurs mines pour récupérer ces métaux rares. Et le projet du Fairphone, ça a été d'éduquer ces gens-là. Vous avez des droits. Et un peu de la même manière, dans la chaîne de fabrication en Asie, vous aussi, vous avez des droits là-bas. Un sujet qui me paraît en lien avec ce que vous avez pu dire. Merci. Bonjour. Monsieur le post-doctorant a bien montré dans le cas de la Jordanie qu'il y a une contradiction entre la compétitivité et l'attractivité, que les institutions économiques internationales réclament que ces pays soient profitables pour les capitaux étrangers, alors qu'être compétitif consiste précisément à piquer des parts de marché aux pays du Nord. Et finalement, il semblerait bien que ces pays, pour acquérir leur souveraineté et être vraiment décolonisés, auraient besoin d'une autonomisation de leurs infrastructures, un peu semblable à ce qui se fait en Chine actuellement. Je ne sais pas s'il y a une telle volonté en Méditerranée, mais je me demandais si vous pensez que cela est compatible avec la fuite des cerveaux à laquelle on assiste actuellement. Parce que la défense des migrations que vous faites est très intéressante, mais la fuite des cerveaux ne m'a pas l'air d'être une chose, m'a l'air d'être vraiment contradictoire avec ce projet d'autonomie et de décolonisation. Merci. S'il n'y a pas de 3e question, qui veut commencer ? Je veux bien. Ouais. Merci pour ces questions. Je ne sais pas si... moi, je n'avais pas entendu parler de cette expérience du Fairphone. Je ne saurais pas trop quoi en dire là tout de suite. Je veux bien y réfléchir un petit peu, voir si ça peut m'inspirer quelque chose. Mais non, effectivement, c'est une expérience qui peut être intéressante. Peut-être que je réagirai plus sur la question de monsieur. Et oui, compétitivité et attractivité, c'est 2 choses qui sont différentes. En même temps, elles sont pensées ensemble. Alors, compétitivité, c'est effectivement de dire que... et il faut que le pays puisse être compétitif dans ses exportations à l'international pour pouvoir gagner des parts de marché par rapport à d'autres pays. Et l'attractivité, c'est comment faire en sorte que des investisseurs aient envie
de venir s'installer dans le pays pour continuer leur activité de production. Elles sont pensées ensemble parce qu'elles sont pensées dans le cadre d'un marché ouvert pour ces pays-là, et finalement de réfléchir non pas en termes de... je prendrai le cas, par exemple, j'avais envie de parler tout à l'heure de la question de l'alimentation, et de la sécurité alimentaire ou de la souveraineté alimentaire. Un des problèmes qui se pose dans cette région, assez générale, et qui touche particulièrement la Jordanie, c'est la question de l'insécurité alimentaire qui est vécue par ce pays. C'est des pays qui importent part importante de leur consommation alimentaire. Je crois que dans le monde, c'est peut-être l'importation nette de denrées alimentaires la plus importante. Donc, importation nette, c'est les importations moins les exportations. Ou l'inverse. Et du coup, donc il y a une forte insécurité alimentaire. Et ce que je voulais dire, c'est que on encourage ces pays à se spécialiser dans certaines exportations pour pouvoir générer des revenus qui vont leur permettre d'importer ensuite les produits dont ils ont besoin. Sauf que du coup, c'est des pays qui dépendent complètement de la hausse de la fluctuation des prix. On a eu en 2007-2008 une crise alimentaire au niveau mondial, une hausse des prix de l'alimentation dans pas mal de pays de la région, dont la Jordanie, mais aussi donc c'est parti du Maroc au Yémen, hein, en gros, en passant par l'Égypte et tout ça. Une hausse des prix, donc appauvrissement d'une partie de la population qui n'était pas... Voilà, et de très fortes contestations sociales déjà à ce moment-là, qui avaient été générées par cette hausse des prix. Donc on a une façon de penser l'économie en termes de marché ouvert, qui du coup répond très peu aux besoins de la population, qui du coup est complètement exposée à la fluctuation des prix au niveau international, qui du coup, ce que je disais tout à l'heure, moi sur le travail, ne trouve pas de travail sur place qui convient, il n'y a pas d'économie qui est pensée pour cette population-là, donc une population qui est amenée à migrer si elle veut pouvoir progresser socialement. Ce qui est un vœu tout à fait légitime, mais qui du coup ne parvient pas à trouver, à se gérer localement, nationalement. Et donc voilà. Et du coup, oui, moi je le pense dans je pense ces relations-là et ces questions de réforme économique-là, effectivement, dans une vision un peu géopolitique ou géoéconomique, où les questions de rapports coloniaux ou néocoloniaux ont encore effectivement tout leur sens, toute leur actualité, et où par la dette publique, en fait, c'est des États qui sont mis sous tutelle. C'est des États auxquels on impose un certain type de réforme. Mais on voit en fait que ces types de réformes sont aussi liés à certaines affinités géopolitiques et de politique étrangère. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, là je peux faire un lien, par exemple, la Jordanie a réussi à avoir des crédits de la part du FMI, non pas parce qu'elle connaît un succès dans ses réformes économiques, la dette continue à exploser. Et pourtant, la Jordanie a longtemps été traitée comme un élève modèle du FMI. En fait, toutes les analyses concordent aujourd'hui, elles se sont confirmées, on va dire, là, suite aux dernières protestations et du coup, à une nouvelle intervention du FMI, etc. On montre bien que si le FMI prête à la Jordanie, c'est avant tout parce que la Jordanie est un allié important des États-Unis dans cette partie du monde. Et donc, c'est parce que la Jordanie devient bon élève, parce qu'il faut justifier qu'on lui prête. Mais on lui prête, pas parce qu'elle est bonne élève, mais avant tout parce qu'on a besoin que la Jordanie reste un pays stable dans la région et qu'on ne peut pas se permettre de déstabiliser la Jordanie économiquement. Et donc, c'est des pays... il y a des réformes qui ont été menées dans ces pays au nom de... c'est des pays qui doivent apprendre, on doit désengager le secteur public et on doit privatiser et tout ça pour alléger la dette. En fait, c'est des pays qui fonctionnent toujours sous une forme de rente, d'argent, de financement qui vient de l'extérieur pour maintenir une certaine stabilité parce que c'est des pays qui ont une importance géostratégique. Et donc, cette question de fuite des cerveaux, effectivement, elle peut, dans des trajectoires individuelles, constituer une solution pour ces personnes qui migrent, qui vont pouvoir progresser socialement, faire un choix.
et puis éventuellement donc, aider leur famille dans le pays d'origine, etc. Sauf que effectivement, elle pose un problème de relations complètement déséquilibrées. Il y a une asymétrie, c'est qu'on a une fuite des cerveaux du sud vers d'autres pays, et principalement le nord, mais pas que. Et du coup, Mustapha parlait de ces médecins. C'est vrai que la Jordanie produit des médecins. Alors que c'est même peut-être une stratégie, ça n'est devenu une stratégie, on produit des médecins pour les exporter, pour qu'ils puissent aider l'économie en retour. Voilà. Donc c'est aussi pensé comme tel, et ça renforce effectivement. Donc c'est pas du tout, je sais pas si je me suis mal exprimé, mais je le vois pas du tout comme une stratégie de décolonisation. Je pense qu'au contraire, il serait bon que ces cerveaux puissent rester dans le pays pour pouvoir aider au développement de ce pays, et que c'est une tragédie que finalement ces cerveaux-là soient obligés de quitter le pays. On ne peut pas leur en vouloir, mais c'est une tragédie que ces cerveaux-là soient obligés de quitter le pays pour pouvoir vivre et faire des choix. Je ne sais pas si j'ai une réponse, mais j'ai une approche un peu différente, parce que la question de la fuite des cerveaux, pour moi, je ne la poserai pas de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'on est sur l'idée que lorsqu'il y a fuite des cerveaux, c'est que les cerveaux appartiennent à une nation. Donc le cerveau jordanien du médecin appartient à la Jordanie, le cerveau du Congolais appartient au Congo, le cerveau du jeune Français qui va au Canada appartient au Canada, à la France, ainsi de suite. Et je pense que c'est moins le problème de la fuite des cerveaux que le problème de la redistribution des richesses à l'échelle planétaire. C'est plus ça qui se joue que le fait de partir au pas. Quand bien même tous les médecins jordaniens resteraient en Jordanie, ça ne changerait pas la Jordanie. Voyez, parce que le problème de la Jordanie, ce n'est pas ces médecins qui partent. Le problème de la Jordanie, c'est que c'est un État qui a été créé récemment. Vous voyez, après la décolonisation, c'est une monarchie qu'on a soutenue à coups de bras et de perfusion financière de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et on a affaire quand même à un territoire où les frontières ont été découpées un peu à l'improviste entre des grandes puissances internationales qui ont fabriqué là des pays de 300 000, 400 000 habitants, qui a des réserves de pétrole, qui a des réserves de matières grises, qui a des réserves machin. Donc vous direz, combien même on garderait tous les cerveaux, ça ne changerait pas ça. Donc je pense que la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est moins de vouloir faire des cerveaux des produits nationaux, parce que moi je trouve formidable tous les jeunes Français qui vont au Canada, qui vont aux États-Unis, qui vont en Jordanie, qui vont un peu partout. Je pense que les meilleurs cerveaux, ce sont des cerveaux ouverts. C'est ceux qui vont se décentrer, qui vont voir autre chose et qui vont bouger. Et donc je serais plus pour sortir, justement, quand je vais dénationaliser les sciences et l'approche scientifique, c'est y compris de sortir de ces explications qui continuent à poser l'idée que les cerveaux ont une appartenance nationale. Et que quelque part, si chaque nation gardait les siens, les problèmes seraient réglés. Non, je pense que les nations ont des problèmes parce que ce sont les relations internationales qui posent problème. Et ces nations ont des problèmes parce qu'on est encore sur une époque un peu où on n'est pas sorti d'un système qui fait qu'une partie de la planète la plus nombreuse vit avec un revenu beaucoup plus faible qu'une partie infime. C'est la même chose en France. Les 10% des Français les plus riches, aujourd'hui, détiennent 50% du patrimoine de l'ensemble des autres Français. La même chose que l'on a en France, elle est à l'échelle internationale. Je pense que ce n'est pas un problème de fuite des cerveaux. Moi, je serais même, je le dis, scientifiquement, pour penser les frontières simplement comme des objets non naturels, et ça ne me gêne pas du tout. Je dirais que les gens bougent. Je vous dis simplement ça, j'arrêterai là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez la romancière Leonora Miano, qui est une romancière congolaise, et qui était invitée à l'émission d'El Kabash. Vous voyez, et El Kabash la reçoit et lui dit... Alors, vous êtes une romancière, vous êtes très connue, vous militez pour le Congo, ainsi de suite. Néanmoins, vous avez fui votre pays. Parce que vous auriez pu rester chez vous, et puis chez vous, vous auriez servi. Et Leonora Milano a cette réponse que je trouvais formidable. Elle dit, mais au Congo, ils n'ont pas besoin de moi. C'est vous qui avez besoin de moi. Je suis là pour essayer de décoloniser votre esprit. Vous voyez, et je trouvais que la réponse était très belle, et qu'effectivement, vous voyez, ça veut dire qu'il faut qu'on change nos approches. Ça rejoint aussi l'idée de l'éthique et du Firephone. Alors que le problème, ce n'est pas simplement d'avoir des téléphones éthiques. Parce qu'on pourrait se payer comme ça une éthique avec un peu d'éthique sur les téléphones et d'autres dans nos sociétés un peu très riches. Mais je pense que le problème, c'est moins le fait d'avoir un Firephone éthique, c'est qu'on réglera le problème le jour où l'ouvrier africain qui fabrique ce téléphone pourra aussi
l'acquérir. Il pourra le posséder, il pourra l'utiliser, le téléphoner. Là, on pourra parler d'éthique. Mais tant que l'ouvrier africain ne fait que fabriquer ce téléphone pour qu'on s'en serve que nous, quelle que soit l'éthique que l'on mettra, on ne réglera pas les problèmes du monde. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut vraiment qu'on arrive à sortir de la pensée du nationalisme méthodologique en sciences si on veut comprendre les choses. Et donc, fuite de cerveau, migration, ainsi de suite, tous ces termes-là, à mon avis, devraient, pour nous, être remis à plat et rediscutés. Oui, je suis d'accord avec 80% ou 90% de ce que tu viens de dire, mais je pense que par rapport à la question de la fuite des cerveaux, il y a une question sur laquelle tu ne peux pas faire l'impasse, qui est quand même le financement de l'éducation et ce que les économistes appellent l'investissement éducatif. C'est-à-dire que ton truc, ça marche s'il n'y a pas d'impôt ou s'il y a un impôt mondial, mais tu vois, si tu as un financement public national de l'enseignement supérieur, de fait, cette question se pose quand même d'un point de vue économique. Alors, je sais que ce n'est pas ton prisme, mais on peut quand même la poser dans le débat public. Tu vois, je développe, si tu veux. Je veux dire par là que... J'ai tout à fait compris ce que tu voulais dire, Antoine. Tu comprends ce que je veux dire? On est un bureau à côté, donc on échange souvent pour que je comprenne ce que tu dis. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça pose la question quand même de la dépense publique, tu vois. Oui, non. Mais peut-être que je répondrai. Oui, non. Je dis oui et non. Ça pose le problème de la dépense publique. Tu as raison là-dessus. Si on est sur l'idée qu'il y a une fuite des cerveaux. Vous voyez, je trouve quand même symptomatique que la question de la fuite des cerveaux revient régulièrement, alors qu'en réalité, les mondes du Sud ne sont pas vidés que de leur cerveau, ils sont aussi vidés de leurs bras. Vous voyez, et qu'on fait une distinction systématiquement. La fuite des cerveaux, c'est une catastrophe. Par contre, le fait qu'on ait des milliers de gens qui partent et qui travaillent dans des usines, ça pose pas de problème. Donc ça veut dire, y compris chez nous, or, ces gens, c'est aussi la question de la dépense publique. Elle n'est pas posée là-dessus. Moi, je pense pas, si je prends l'exemple du médecin jordanien, vous voyez, il est formé en partie par la Jordanie, avec de l'argent qui ne vient pas de Jordanie, qui vient d'Arabie Saoudite, du Qatar, qui revient en partie en Europe, ainsi de suite. Le médecin jordanien, il est formé, il part travailler au Qatar, il part travailler aux États-Unis, et ce qu'on remarque, c'est qu'une partie de son travail-là fabrique à peu près 40% de revenus de transfert. Et les 40% de revenus de transfert qui reviennent sont réinvestis dans l'immobilier, sont réinvestis dans la dette publique, ainsi de suite. Donc, y compris sur cette dépense publique, en réalité, la fuite des cerveaux finance la dépense publique d'une partie de ces pays-là. Et sans fuite de cerveaux, le Maroc, par exemple, aurait un déficit commercial de 70 milliards à peu près. Voyez, donc, y compris économiquement, lui, la fuite des cerveaux, elle est bonne pour l'économie nationale. Mais si je venais même à sortir de cela, je dirais qu'il faut qu'on pose la question sur l'ensemble de la population, parce qu'on est sur l'idée qu'il n'y a que des cerveaux sur lesquels il faudrait s'inquiéter, et puis les dizaines et centaines de milliers de bras, on ne s'en inquiète pas. Et moi, je pense que le grand problème du Sud, c'est d'avoir ces milliers de jeunes qui partent aujourd'hui de ces pays-là et qui partent par impuissance, parce qu'ils ne sont pas arrivés à changer leur système chez eux. Et pourquoi ils n'arrivent pas à changer leur système? Parce que de la préservation de leur système dépend le nôtre. Voilà. C'est là qu'est la vraie question. Bonsoir. Déjà, je vous remercie d'avoir employé le terme expatrié et non migrant, ça change beaucoup. Je voulais mettre 2 points. La notion de fuite de cerveau, j'apprécie le fait que vous indiquez que c'est une notion qui est très racisée. C'est-à-dire que, par exemple, un Français qui va, par exemple, en Allemagne, contrairement à moi qui ai dû me justifier, on ne lui demande pas « Ah, tiens, mais pourquoi tu es venu? Tu devrais aider ton pays. » Et pourquoi pas tout simplement « Tiens, il y avait un cursus que je trouvais très intéressant. » Et j'ai voulu me faire mes études. Il y a toujours cette notion qu'on doit être redevable et surtout se justifier. Alors que pourtant, une partie de la population mondiale, comme vous dites, n'a pas ce stress de se dire que, tiens, il faut que je me justifie et que je m'explique. Déjà ça. En passant, je peux quand même partir en Afghanistan sans avoir besoin de visa. C'est mon seul avantage. Ailleurs, c'est un peu limité. Après, au niveau de, oui, il y a des dépenses publiques, il faut savoir que malheureusement, dans certains pays, beaucoup de gens ne bénéficient pas de dépenses publiques. Ils n'ont pas accès à de bonnes écoles, ils n'ont pas accès à des soins. Donc déjà, ils n'ont aucune notion d'être redevables de quoi que ce soit. Et quand bien même ce serait le cas, ce n'est pas le cas des personnes qui vivent dans le Nord. Ils n'ont pas de se dire, un Français qui va en Allemagne, « Oh mince, on a financé mon école que je n'ai pas payée, j'ai intérêt à rentrer. » Pourquoi? Pourquoi cette notion de redevabilité, sachant qu'il y a très peu de personnes qui bénéficient des dépenses publiques? La preuve, c'est la notion, comme vous dites, ces migrants, on dit, je connais personne, je n'ai pas de réseau, je pars, au moins je tente ma chance et je repars à zéro, où il n'y a pas cette empreinte
de personnes de la population qui me collent à la peau. C'est une question aussi de relation. Le système des bourses, c'est une partie de privilégiés qui peut y accéder, et parfois par des connaissances et par le biais de la famille. Donc si au moins il y avait cette notion que tout le monde a accès à la même chance, on pourrait se poser la question. Et quand bien même, pourquoi on ne pourrait pas tout simplement accepter avec légèreté que, tiens, j'ai envie d'aller 2 semaines à New York, j'y vais, point barre. Cette notion de liberté n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Elle ne touche qu'une certaine partie de la population, et le reste, malheureusement, est racisé. Je peux qu'être d'accord avec ce que vous voulez dire. C'est la vision que je défends depuis toujours. Et vous avez raison, les cerveaux ont une couleur. Dans notre système actuel, planétaire, les cerveaux ont une couleur. Et certaines couleurs sont plus admises dans la circulation que d'autres. Donc il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité. Vous voyez, et c'est pour ça que cette idée, vous avez bien raison de dire quand un Français va en Allemagne, on ne parle pas de fuite des cerveaux. Et 50 000 diplômés qui partent de la France aujourd'hui, qui vont ailleurs. Oui, mais on n'a pas la même inquiétude que quand c'est le médecin jordanien qu'on vient d'aborder ou l'écrivain congolais qui part. C'est pas vrai. On différencie les choses. Et donc, moi, je pense que justement, on est toujours dans l'injonction. C'est une manière, la manière dont on va utiliser les mots, la manière dont on va qualifier les choses, ça produit des actes. Vous voyez, et Bauman, déjà, Zygmunt Bauman, pour ceux qui le connaissent, en 1998, dit voilà, la nouvelle ligne de fracture qu'on va avoir dans le monde, c'est entre ceux qui ont la possibilité de bouger et ceux à qui l'immobilité est imposée. Vous voyez, et donc l'immobilité, on peut l'imposer de 2 manières. Soit on l'impose de manière juridique, le visa, vous ne pouvez pas bouger, soit on l'impose de manière sociale. Dès que quelqu'un sort, mais pourquoi es-tu sorti? Mais pourquoi vous n'aidez pas votre pays? Pourquoi il y a cette idée? On revient en permanence. Ce qu'a dit, par exemple, une dame qui n'est pas très représentative de l'intelligence française, Nadine Morano, sur les réfugiés syriens, en disant « Mais enfin, c'est scandaleux que les Syriens partent. Moi, à leur place, je me battrai, je prendrai les armes. Il ne faudrait pas qu'ils partent, et ainsi de suite. » On oublie, par exemple, que la France de la libération était en Afrique en quasi-totalité, qu'elle était en Angleterre et qu'elle n'était pas en France. Vous voyez, même chose, l'école, une bonne partie du monde intellectuel français, si je prends l'école de sciences du langage, ainsi de suite, ce sont des étrangers allemands qui l'ont fondée. Alors, on n'a pas eu de problème avec la fuite des cerveaux quand il s'agissait d'accueillir. Donc là-dessus, pour moi, ce sont des vrais débats et des faux débats, parce que pour moi, le vrai débat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la question de la géopolitique de la richesse. Voilà, c'est ça le vrai débat qui est posé. Après, on peut s'inventer un tas de choses, mais dans le monde idéal dont je rêverais, un monde vivant, si on rejoint la thématique de la soirée, c'est un monde où les gens peuvent bouger comme ils le souhaitent. Vous voyez, en France, il y a eu un grand débat entre 2 philosophes qu'on connaît tous très bien, Voltaire et Rousseau, sur cette question. Rousseau avançait l'idée que la citoyenneté, ça devait être un privilège, et un privilège lié à la naissance. Et donc Rousseau défendait l'idée en disant les citoyens d'un État, ça doit être les gens qui sont nés dans cet État. Il faut que la citoyenneté leur montre qu'ils sont privilégiés par rapport aux non-nationaux. Et puis en face, il y avait Voltaire qui dit non, c'est pas ça la vision. Quelqu'un qui est citoyen, c'est quelqu'un qui se sent bien dans l'endroit où il habite. C'est lorsqu'on est citoyen d'une zone, lorsqu'on se sent bien dans cette zone-là. Ouais, moi, je suis défenseur de cette vision de Voltaire qui a été battue en brèche par Rousseau et qui a donné le droit du sang quelque part et les droits des États-nations qu'on a actuellement. Mais on a eu, dans un siècle pas très lointain, de notre histoire, des gens qui ont défendu l'idée que on pouvait bouger, se sentir bien quelque part, c'est être chez soi. Vous voyez, qu'il n'y a pas besoin forcément de parler de fuite, ainsi de suite. De la même manière qu'on parle de fuite de la pauvreté, on parle de fuite des cerveaux. Et tant qu'on sera, à mon avis, dans cette vision-là, on entretiendra quelque part cette espèce de vision idéologique de l'État-nation telle qu'elle a été forgée. Voilà. Après, c'est un point de vue, c'est un prisme qui n'est pas forcément à partager. Mais moi, si j'avais à défendre une idée, c'est de dire laissons tous les cerveaux bouger comme ils le souhaitent, parce que l'intelligence n'appartient pas à un continent. Vous voyez, dire qu'un cerveau est national, c'est dire on a créé en France telle science, on a créé dans le monde arabe les mathématiques, on a créé là-dedans, et puis on sait très bien que la culture, les sciences, ce sont des choses qui ont été créées par la circulation. Il n'y aurait pas eu de science s'il n'y avait pas de circulation, donc il n'y aurait pas eu de science s'il n'y avait pas eu de fuite des cerveaux déjà des époques anciennes. Je pense que, je partage ton vœu, et du coup, je crois pas du tout me situer dans
une logique nationaliste ou penser les choses en termes d'État-nation. Et si le terme de fuite des cerveaux renvoie à ce logiciel-là, il ne peut pas être dissocié de ce logiciel-là. Alors peut-être qu'il faut retrouver un autre terme. Mais je pense quand même qu'il faut quand même mettre un mot sur ce phénomène qui est que y a une inégalité dans la façon dont se répartissent les cerveaux à travers le monde. Et que très bien, du point de vue du cerveau lui-même, il est tout à fait légitime qu'il ait envie de bouger, et c'est même plutôt bien qu'il puisse bouger, et qu'il puisse voir le monde et revenir et aller et choisir où est-ce qu'il a envie de s'installer et où est-ce qu'il a envie de mettre à profit son cerveau, tout comme le bras pourrait le faire, ou le pied, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, sauf qu'on n'en est pas là aujourd'hui, et qu'on est dans une situation où il y a quand même une forte asymétrie dans la façon, et un déséquilibre dans la façon dont se répartissent les cerveaux et les bras à travers le monde, et que du coup, il y a avec ça des économies qui sont conçues comme telles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle du médecin jordanien, ce que je disais, moi, c'est que c'est pas juste une vocation du jeune jordanien qui a envie de devenir médecin parce qu'un jour il a voulu être médecin. C'est qu'on a une économie qui est pensée et qui est organisée comme telle pour produire des médecins. Et donc le jeune jordanien sait que s'il veut pouvoir s'exporter et bouger et aller voir ailleurs, il va devoir être médecin, et que c'est une porte de sortie pour lui. Et donc on produit des médecins. Et effectivement, si tous les médecins restaient en Jordanie, ça ne résoudrait rien. Il y aurait trop de médecins en Jordanie. On est déjà dans un des taux de médecins dans la région qui est le plus fort au monde, mais de médecins par habitant. Mais du coup, l'idée n'est pas de retenir les médecins, mais de concevoir l'économie différemment pour sa population, en tout cas pour ce qui est des dirigeants, et que du coup, l'expatriation ou la mobilité ne soit pas un mal-être. Parce qu'elle est beaucoup comme ça aujourd'hui. Elle est à la fois une chance, mais elle est aussi un mal-être pour beaucoup qui ne voient dans la mobilité et dans la sortie, et dans la migration et dans l'exil et dans tout ça, parce qu'il y a quand même il y a une charge positive, mais il y a aussi toute une charge un peu négative et nostalgique dans le fait de devoir bouger parce qu'on n'a pas le choix pour bouger. Ça, c'est quand même quelque chose qui existe. Alors peut-être que ça ne fait pas tout, peut-être que des fois moi je comprends un peu ton message de vouloir rendre la chose quand même plus intéressante et plus positive, etc. Mais je trouve qu'en même temps, il faut faire attention à ce que j'ai quelque chose qui est en rien en rapport avec mes études, mais plus avec une expérience d'ordre personnel. Mais voilà, en fait, pour faire la transition, face à ça, donc à une politique jordanienne, donc étatique jordanienne de produire ce type d'économie-là, on a en face aussi des États européens et des États occidentaux qui, eux, font très bien leur marché. C'est-à-dire que quand ils arrivent en Jordanie ou au Liban, etc., ils donnent des bourses d'études, et les bourses d'études sont données en fonction des secteurs dans lesquels on a besoin de certains cerveaux et de ça. Et donc c'est pour ça que je disais qu'il y a quand même une forte asymétrie dans la façon dont ces cerveaux circulent, et qui ne circulent pas juste librement, et qu'on ne peut pas juste se réjouir de la mobilité des cerveaux. Il faut quand même penser le contexte dans lequel ces cerveaux sont mobiles, et que voilà. Donc on a un marché, les Européens, les Américains viennent, choisissent les cerveaux dont ils ont besoin en fonction de bourses qu'ils distribuent, d'étudiants qu'ils invitent. Pour l'étudiant lui-même, c'est une chance exceptionnelle qu'il puisse bouger, découvrir, mais c'est quand même un système et un État qui choisit ces migrants et qui choisit ces personnes mobiles. Et donc, je disais, moi, par rapport à une expérience un peu personnelle, d'avoir pu constater autour de moi comment est-ce que la France, par exemple, a une politique propre au Moyen-Orient qui est de beaucoup miser sur la culture. Et de faire venir des artistes. C'est-à-dire qu'en Palestine, au Liban, en Jordanie, en Syrie, et ça s'est vu dernièrement avec la Syrie beaucoup, mais avec l'Irak, etc., il y a des bourses qui sont données aux étudiants comme on en donne à tous les pays. Et puis il y a toute une panoplie de bourses qui sont données, qui sont accordées à des artistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a que Paris, et la France, mais surtout Paris, est une véritable capitale de la culture arabe. C'est exceptionnel quand on vit à Paris. Sauf qu'on peut quand même être un peu peiné
de voir que finalement, c'est un système qui fait que ces gens-là n'ont pas leur place dans les capitales arabes. C'est-à-dire que finalement, ces artistes-là, ces hommes de culture, ces écrivains, ces musiciens, ces cinéastes, etc., doivent passer par Paris pour pouvoir exprimer leur art et que les bourses aident à ça et qu'on capte ces gens-là et qu'on les choisit pour venir ici et que du coup, ce que tu disais aussi, donc je comprends bien que tu as un propos nuancé, que finalement tout ça tient au fait que ces gens-là partent parce qu'ils n'ont pas réussi à changer le système qu'il y a chez eux et que ce système-là chez eux ne change pas parce qu'il est lié à notre système ici et que voilà. Mais du coup, je trouvais que voilà, en même temps tu plaçais ça et en même temps tu donnais peut-être une image un peu trop positive de la mobilité que je trouve voilà, il y a du vrai. Moi-même, je suis un mobile ou un expatrié, si on peut dire. Et voilà, et dans mon parcours et autour de moi, on est plein comme ça. Et donc, on ne vit pas la chose comme une tragédie perpétuelle, au contraire. Mais en même temps, voilà, c'est pas que du bonheur. Il y a aussi quand même un mal-être. Et pas du tout parce qu'on est dans un rapport de production nationale du cerveau ou de rapport national à la nation et à l'État-nation. Il n'y a pas de patriotisme en soi là-dedans. Il y a juste un constat du fait que on est là et on n'est pas là-bas et que voilà, il y a quand même un système qui a fait ça. Là et là-bas, c'est la question. Évidemment, tu as raison, je n'ai pas une vision positive. Hein. Simplement, quand je prends un jeune qui est parti de la Guinée, 14 ans, qui a traversé une bonne partie de l'Afrique, qui ensuite arrive au Maroc, il reste 6 mois. Du Maroc, il arrive à passer en Espagne. De l'Espagne, ensuite, il remonte jusqu'en France, à Marseille. De Marseille, il va à Paris. De Paris, il revient à Briançon. Lorsque j'ai pris son récit, c'est un récit fait d'une tragédie, du début jusqu'à la fin. Souffrance, ainsi de suite. Donc je peux, en tant que sociologue, me dire, c'est ça que je vais raconter. Mais si je raconte que ça, je ne fais pas mon métier scientifique convenablement. Parce que, en même temps que cette tragédie qu'il a vécue, ce jeune de 14 ans a fait des milliers de kilomètres. Il est arrivé à passer tous les contrôles des frontières. Il s'est débrouillé tout seul. Et donc, il a produit dans son parcours un processus d'autonomisation extraordinaire. Donc, si je ne le fais pas en tant que scientifique, si je ne prends pas en compte ça, j'ai fait mon boulot à moitié. Donc, ce n'est pas une question de voir les choses de manière positive ou négative, c'est une question de voir la totalité de la chose. Et sur la question des migrants. Donc, c'est pour ça que je dis que sur la fuite des cerveaux, effectivement, le problème, ce n'est pas le fait qu'il y ait des médecins jordaniens qui partent, le problème, c'est qu'il n'y ait pas assez d'hôpitaux en Jordanie. Le problème, c'est que les Jordaniens les plus pauvres n'accèdent pas aux hôpitaux. Le problème, c'est qu'une partie des Jordaniens aujourd'hui qui veulent se soigner, ils sont obligés d'acheter des médicaments à des prix prohibitifs. Ils ne peuvent pas les acheter. Donc c'est ça le problème. Et ce problème renvoie à la question géopolitique que j'évoquais auparavant. Je pense que tant qu'on n'a pas réglé ça, sur le reste, évidemment qu'il y a du mal-être quand les gens bougent. Et puis le mal-être, on voit qu'il change. Il y a des jours où on est nostalgique. L'Auvergnat qui était allé à Paris, il a souffert au départ, pas autant que le Jordanien qui passe, parce qu'on a toujours cette espèce de rapport à ce qu'on appelle les racines, l'enracinement, et ainsi de suite. Mais j'ai tendance à dire que nous ne sommes pas des arbres, nous sommes des hommes et que nous n'avons pas des racines, nous avons des pieds et que la capacité de l'intelligence humaine, c'est l'adaptation, y compris dans la souffrance. Donc je nie pas la souffrance, mais par contre, je regarde la capacité d'adaptation des gens, que ça soit l'Éthiopienne qui vient ou pas, et ça nie pas tout ce que qui développe Taher ou ce que développent d'autres collègues sur la géopolitique de la souffrance, sur les problèmes d'exploitation. Évidemment que la migration, ce que je disais tout à l'heure, c'est un marché de réserve industrielle extraordinaire pour l'économie aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de dire, ce que j'essaie de développer comme idée, c'est que ce marché est en train de se tarir. Parce que les gens qu'on a exploités pendant longtemps, ils ont vécu leur exploitation comme légitime. Aujourd'hui, ils ne sont pas moins exploités. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'ils ne trouvent plus cette exploitation légitime. Et c'est ça qui a changé de par la planète aujourd'hui. C'est le rapport à la légitimité d'exploitation qui, pendant longtemps, a été vécu comme normal, qui change. Et c'est ça qui nous pose problème. Ce n'est pas le fait qu'on ait des migrants, ce n'est pas le fait que les gens bougent moins qu'avant en réalité en chiffres. C'est le fait que ceux qui bougent aspirent à autre chose que ceux qui ont bougé il y a un siècle. Et c'est ça face à quoi l'Europe n'avait pas préparé
ou anticiper son fonctionnement. Donc, ce qui pose problème, ce n'est pas le fait qu'on ait des migrants, c'est que les migrants qui arrivent ne se comportent pas comme les anciens migrants. Parce que juste tout à l'heure, sur les enfants de migrants français qui disent bah, « mon père, il a été ouvrier agricole, moi, c'est hors de question. Je n'ai pas plus de diplôme que lui, mais je ne veux pas devenir ouvrier agricole. » Et donc, on se dit bah, « ces gens ne veulent pas travailler, ainsi de suite, ils refusent, ce sont des feignants, on va développer tout ce discours-là. » Ce qu'ils disent, bah oui, on n'a pas fait d'études, on n'a pas de diplôme, il est hors de question que je sois exploité. Et c'est ce monde-là qui est en train de changer. Donc on peut encore obliger des gens à être exploités. Par contre, ce qu'on ne peut pas obliger, c'est obliger les gens à penser que leur exploitation est normale. Et c'est ça le processus de décolonisation en réalité qui est extrêmement fort dans beaucoup de pays du Sud et d'Asie. Et je crois que c'est ça que j'appelais la modernité par le bas. La modernité par le bas, c'est qu'on a des centaines de milliers, des millions d'esprits qui sont totalement décolonisés. Et dans ce que j'entends par décoloniser, ils ne trouvent plus légitime l'exploitation qu'ils leur aient imposée. Donc jusqu'à présent, on arrive encore à leur imposer l'exploitation, mais on ne fait que retarder cette insurrection qui vient. D'ailleurs, elle s'est développée dans plusieurs pays, elle se développe peu importe la contestation, et qu'on ne pourra pas cacher ça par le débat sur la fuite des cerveaux, le débat sur les économies. Ce qui est en question, c'est ça, c'est aujourd'hui la répartition des richesses à l'échelle planétaire que les gens ne trouvent plus normale et qui ne sont plus prêts à accepter. Pour l'instant, on les force encore à coups d'expéditions militaires, à coups de guerre qui sont développés là et ainsi de suite. Mais en réalité, on est dans ce monde-là où on se retrouve, nous aujourd'hui, qui avons profité d'un univers où tout était stable, face à une instabilité. Et moi, j'ai tendance à dire que l'instabilité, pour moi, est un indicateur de vie et donc de démocratie. Plus les territoires sont instables, plus cela veut dire que les gens remettent en cause l'ordre établi. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et quand je dis ça, c'est ni être positif, ni être négatif. C'est juste faire un constat sur ce qui se passe dans le monde. C'est simplement ça. Je ne cherche pas à romancer les jeunes que j'ai rencontrés et que j'ai questionnés. Si j'avais été à leur place, je serais mort au bout d'un mois. Je n'aurais jamais tenu à ce qu'ils ont vécu parce que il y en a beaucoup qui sont morts. Ouais, non, mais moi, je ne tiendrai pas un mois à cela par rapport à ce qu'ils font. Et comme tu dis, il y en a 40 000 à peu près qui sont morts, évidemment. Mais on ne tiendrait pas parce que nous ne sommes pas préparés. Et c'est ça. Je pense que derrière ces morts-là, tels qu'on les voit, il y a une force de vie extraordinaire qui est là-dessus. C'est pour ça que en début, je disais, les vivants, ils sont de l'autre côté. Ce sont ceux qui meurent, les vivants. En réalité, c'est ceux qu'on laisse mourir en Méditerranée. Ce sont ceux-là, les vivants. Les morts, c'est qui? C'est ceux qui acceptent qu'autour d'eux, il y ait un tas de morts, un tas de choses qui se passent de par la planète et qui sont extrêmement négatives pour les autres populations, tout en ne remettant pas en cause leur mode de vie. C'est ça. C'est-à-dire que nous sommes quelque part dans les pays européens, les pays riches, des morts vivants. Et ceux qui meurent réellement, pour moi, ce sont des gens porteurs de vie. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, pour moi, et j'en suis convaincu, l'Afrique, c'était le passé du monde et ça sera l'avenir, parce que c'est là où se développe le plus de revendications. Et ces revendications ne sont pas qu'individuelles, c'est des revendications qui obligeront forcément, qui nous obligeront à regarder différemment. Donc si on veut comprendre ça, il faut qu'on sorte absolument des schémas d'explication tels qu'ils ont été posés. Je n'ai pas d'autres schémas pour les remplacer, mais il faut les construire. Et pour les construire, je ne vois pas d'autre moyen que la dénationalisation des esprits. Bonsoir, Monsieur Taher. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom de famille, je m'en excuse. Alors, je parlais du fait que vous avez très bien indiqué que des gens ont de la chance, via des bourses françaises, de venir à Paris et justement de profiter de la culture. Et vous avez raison de dire que c'est dommage que c'est une sélection, absolument, mais vous dites que oui, il y a un peu de la nostalgie, mais il faut savoir que beaucoup de ces artistes, malheureusement, si tu es dans leur pays, seront en prison ou morts. Bien sûr. Donc, il y a d'ailleurs ce point que quand on offre une porte d'entrée à une personne, elle ne se pose pas la question du nationalisme, elle se pose la question, est-ce que je dois sauver ma peau pour ce point-là? Ensuite, il y a la notion que c'est vrai que c'est triste que des médecins libanais, malheureusement, ils sont arrachés à leur pays et partent faire leurs études via leur pays à l'étranger. Mais il faut savoir que, par exemple, dans certains pays, je parlerai de mon cas de pays francophone, même un hôpital privé, les gens ne peuvent pas se payer. Il y a des médecins qui voient tristement leurs malades, qui n'ont même pas accès à des soins. Donc, il se dit, j'ai une opportunité de partir travailler à l'étranger, j'y vais. Et surtout, il est pragmatique. Il gagnera très bien sa vie et généralement, il nourrit une future classe de privilégiés parce que généralement, ils investissent, comme vous dites, dans l'immobilier, ils agrandissent leur famille, ils ont des revenus. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un déchirement, mais ils y vont par un pragmatisme. Je veux bien gagner ma vie, je vais y aller. La notion de patriotisme, elle est peut-être vraie, mais il faut avoir une garantie de se dire que, d'accord, je ne pars pas, mais qu'est-ce que j'ai sur place? C'est redevable, mais c'est tout simplement une question de pur pragmatisme, tout simplement. Il faut se dire que les gens ne pensent pas en se disant que oui, ceci, cela, c'est se dire qu'il faut que je mange, il faut que je bouffe. Après, il y a la notion, comme vous dites, de courage, c'est-à-dire que
ils n'ont pas le choix à se poser la question. Comme vous dites que moi, j'ai une question, si j'étais migrant, on se dit, si je reste sur place, je n'avance pas, j'ai une chance sur 2 de survivre, donc j'y vais, point barre. Il n'y a pas forcément toute une question idéologique, c'est se dire que, tiens, je peux y aller, j'y vais. Je mettais aussi un autre point, c'est quand on dit qu'en effet, un migrant, par contre, ils ont beaucoup d'argent parce que c'est 7 000 à 8 000 euros le passeur. C'est une question que parfois, beaucoup ont économisé pendant un moment et comptent sur la plupart de leur famille pour les aider. En dehors du fait des migrants, malheureusement, qui traversent la Méditerranée, il faut savoir que même les étudiants qui viennent faire leurs études en France, on leur demande des conditions de revenus et de l'argent qu'ils doivent avancer. Et cette somme peut atteindre 8 000 euros. 8 000 euros. Donc même pour cette notion que oui, c'est une classe privilégiée qui a pu venir, c'est une question qu'eux-mêmes ont été sélectionnés. C'est-à-dire qu'il y a un grand, on appelle ça le tamis en fait, il y a un grand tamis où on prend certains morceaux et on se dit, finalement, quand bien même il pourrait rester, ce serait quand même utile à quelque chose. Il y a cette notion aussi que même ceux qui sont dans une situation qu'on dit légale doivent remplir un certain nombre de conditions financières, y compris également pour ceux qui viennent de pays francophones, un test de français. Donc il y a également toute cette partie que dans tous les cas, il y a une obligation de faire ses preuves et de montrer patte blanche. Et à ce notion, on ne se dit pas « oh, c'est injuste », on se dit « faut y aller, point barre », tout simplement. Voilà, c'est une question de pur pragmatisme. Et la notion de nationalisme serait peut-être présente si... je pense que c'est très romantique parfois, se dire que oui, mais regardez, cette écrivaine, elle est dans un pays, elle a fait 5 mois de prison, elle est là, elle fait la grève de la faim. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être un héros et des fois, il faut avoir le courage de fuir, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Ouais. Pas sur les dépenses publiques. Non, je ne sais pas si c'est l'heure de conclure, mais en tout cas, je voudrais remercier parce que je trouve que le débat que vous avez eu était vraiment passionnant et donne vraiment à réfléchir. Donc, et je pense que vos positions ne sont pas si contradictoires que ça, en vérité. Je pense qu'elles sont très complémentaires, en vérité. Moi, je vais quand même te poser une question, Moustapha, parce que de ce que vous venez de dire, qui est important sur la question des conditions économiques de la mobilité, quand même, il faut avoir de l'argent, ce que tu as dit aussi, Moustapha. Ça, c'est plus une question, je dirais... comment tu traites, moi je ne suis pas sociologue des migrations et je suis pas, j'ai pas ta pratique de l'enquête, mais comment tu fais avec les origines sociales des personnes que tu rencontres, que tu interviews? Comment tu traites ces questions des déterminants sociaux de la mobilité? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis et je partage des utopies, mais il y a aussi quand même des déterminants sociaux, tu vois. Donc, comment tu joues avec... Enfin, voilà, comment tu travailles ça? Oui. Alors, j'emploierai pas le terme déterminant. Il y a, pour moi, des effets de structure. C'est pas forcément déterminant, parce que si on prend la question de l'argent et de ressources, partir en migration, ça nécessite des ressources. Double ressources, financières et intellectuelles, c'est les deux. Pas penser que le gars qui fait ouvrier, il n'a pas de cerveau. Alors, quand vous faites ouvrier, vous avez fait 4000 km, 6000 km, vous avez passé toutes les frontières, vous avez grillé tous les contrôles, si vous n'avez pas de cerveau, vous ne faites pas tout ça. Donc, ce sont des gens qui ont des intelligences, mais non légitimes, non reconnues par les diplômes. D'ailleurs, on dit souvent les populations non qualifiées. Alors, je donne un exemple. Quand une grande ONG Médecins du Monde fait ses grandes enquêtes sur les femmes africaines, il y a une case, femmes non qualifiées, qu'on remplit rapidement. Alors, quand vous regardez une femme africaine non qualifiée, c'est une femme qui n'a pas de diplôme. Oui, mais quand vous commencez à rentrer dans les expériences qu'elle a, les qualifications sont énormes. Dans tous les domaines. Vous voyez, arriver à trouver de l'eau potable dans certains territoires et ne pas s'intoxiquer avec l'eau, reconnaître la source et ainsi de suite géographique, ce sont des formes de qualification.
voyez, être capable simplement de cuisiner le manioc. Tout le monde pense que le manioc, il arrive comme ça, c'est une plante toxique. Il faut la travailler. Si on me la donne à moi, je m'empoisonne tout de suite parce que je ne sais pas la faire. Donc en réalité, on a un tas de qualifications qui existent dans plusieurs domaines. Je pourrais même élargir à artisanat et ainsi de suite. Mais on est nous-mêmes dans la production des qualifications telles qu'elles sont posées en termes de classe sociale ici chez nous. Voyez, et on va reproduire ça à l'extérieur. Donc les déterminants de classe, ils sont pas. C'est principalement la question de l'argent. Vous voyez, quand je disais un voyage, un clandestin qui part du Maroc, aujourd'hui, j'avais fait une enquête sur les clandestins qui partaient du Maroc, j'avais pris une barque avec une partie de Marocains qui étaient partis de Tanger, qui sont arrivés en Espagne là-dessus. Et le soir où j'avais observé cela, il y avait 3 types de départs à peu près. Ouais, il y avait les départs des subsahariens, 80 à peu près par barque, des barques qui accueillent 20 personnes, 80 personnes, personne dans la barque, pas de guide. On donnait un espèce de GPS de mauvaise qualité à celui qu'on estimait être le plus intelligent dans la barque. Et là, c'était des barques de 600 000 francs CFA à peu près. C'était les moins chers, hein, c'est le low cost, c'était le Ryanair du départ clandestin, quasiment ce soir-là. Et puis, on avait d'autres types de barques. Là, c'était des Marocains qui avaient payé 2 000 euros. 2 000 euros, vous montez, il y a quelqu'un dans la barque qui vous amène de l'autre côté, il vous dépose 4 km avant la plage, et puis vous avez un bidon qui vous fait flotter jusqu'à l'arrivée. Voilà, si le bidon n'est pas percé, ainsi de suite, vous y arrivez. S'il est percé, des gens se noient. Souvent, les gens qui se noient, c'est en bord de plage. Et là, une fois que vous arrivez sur la plage, vous allez courir, vous débrouiller ensuite pour vous cacher, ainsi de suite. Et puis, il y avait d'autres types de barques. Là, c'était 4 000 à 6 000 euros. Là, vous avez quelqu'un qui vous conduit. On vous dépose sur les plages. Donc, on ne vous jette pas. Et de l'autre côté, vous êtes récupéré et dispatché dans les exploitations agricoles. Donc ça veut dire que là, on avait affaire à des commandes, clairement, qui étaient du côté espagnol, des commandes de la main-d'œuvre qui arrivaient par le réseau de passeurs. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que les soirs des passages, pas un policier, pas un militaire. Et de deux côtés. Là, on se dit, que se passe-t-il ? Vous voyez, on passe notre temps à parler de contrôle, et là, pas de policier. La Guardia Civile, avant d'en trouver un, vous faites des kilomètres et des kilomètres. Donc en réalité, l'État organise son absence aux frontières lorsqu'il s'agit de faire passer les travailleurs illégaux. Oui, c'est l'organisation de l'absence, comme l'État organise par exemple son absence dans le contrôle du travail. 2300 contrôleurs du travail en France pour 1 800 000 entreprises, 16 millions de salariés. C'est l'organisation de l'absence du contrôle. Et on fait pareil chez les clandestins. Et donc la question de l'argent, elle se jouait évidemment, c'était beaucoup de gens de catégorie populaire stable qui partent, de catégorie moyenne basse qui partent. Et ceux qui n'ont pas d'argent, comme l'a dit la collègue, ce sont des familles entières qui se réunissent et qui participent au pot commun. Donc on a des formes de solidarité familiale large qui vont financer. Vous voyez, financer le départ. Donc ça détourne la question ou ça contourne le problème du financement. Et puis quand je me suis intéressé à la bourgeoisie marocaine, elle a un autre moyen de faire partir ses enfants, c'est le mariage. Vous voyez, là on prend le garçon qui a tout raté dans la bourgeoisie marocaine, et on le marie avec une fille en France qui est des conditions populaires la plupart du temps, conditions moyennes. C'est ce qui donne des taux de divorce importants, parce qu'un bourgeois marocain qui débarque à Berre, il ne reste pas longtemps, il repart quand même. Donc il y a des déterminants de classe qui ont joué pendant longtemps, mais en réalité c'est ça qui remet en cause les catégories populaires. On n'arrive plus à les empêcher à bouger. Elles bougent quand même, et elles prennent le droit de bouger. Et j'en veux pour exemple ces enfants errants, hein. C'est la migration des mineurs, 11 ans, 13 ans. J'ai rencontré 2 jeunes Afghans, 11 ans et 9 ans. Vous voyez, 11 ans et 9 ans, ils sont partis de Kaboul, passés par l'Iran, Turquie, Grèce, les Balkans, Italie, France, 11 et 9 ans, et qui débarquent à Marseille. Et donc quand on a 2 enfants qui ont réussi à faire un trajet aussi long, évidemment, la première chose, ça vous prend le cœur, les tripes, sans parents, ainsi de suite. Il y a toute la question tragique que tu déclinais tout à l'heure, Taher. Il y a tout cela, mais en même temps, il y a 2 enfants qui ont réussi un exploit extraordinaire. Mais ce sont des espèces de héros des temps modernes. 11 et 9 ans, réussir à faire autant de kilomètres et à s'en sortir, je regarde tout cela. Donc je me dis, oui, les déterminants sociaux, ils existent, mais en réalité, ils n'existent pas quand on part, ils existent quand on arrive. C'est là où le déterminant social il joue. C'est quand on les accueille. Voyez, et là où la question de classe ressort, c'est quand ils vont aller en centre social. Voyez, c'est quand ils vont arriver en centre d'accueil. C'est quand on a un migrant qui arrive et qu'on le traite comme au moins que rien. C'est là où la classe ressort. Ce n'est pas dans les pays de départ, c'est dans les pays d'arrivée qu'on retrouve la classe sociale qui se joue. Et c'est des rapports de classe qui sont transcontinentaux. Et je dirais dans certains cas, ce sont des rapports sociaux de race.
Voyez, quand on a affaire aux subsahariens, et là c'était l'autre travail que j'ai fait sur qui s'appelle le texte Devenir noir, hein, sur les routes migratoires, les subsahariens, quel que soit leur niveau d'études, quelle que soit leur qualification, ils sont systématiquement traités comme une sous-race ou comme des animaux lorsqu'ils arrivent ici. Pourtant, lorsqu'ils partent, ils n'ont pas ces problèmes-là, c'est ici qu'ils les rencontrent. Donc c'est vraiment sur les lieux d'arrivée que les problèmes sont les plus forts. Je terminerai par l'exemple de ces deux jeunes. Ils ont réussi à passer, donc ils ont montré qu'ils ont une autonomie extraordinaire, comme d'autres jeunes 15-16 ans. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On les replace dans des institutions qui ne prennent absolument pas en compte toute l'autonomie qu'ils ont développée. Et donc ce sont des gens qui ont grandi tout au long de la route et à qui on dit quand tu vas arriver ici, tu vas être un enfant, rien d'autre. Et si tu ne te comportes pas comme un enfant, ça ne fonctionne pas. Donc dans les institutions, ça ne fonctionne pas. Une partie des enfants qui arrivent, par exemple à Paris, ils préfèrent vivre dans la rue plutôt que d'aller en centre social. Et on se dit, c'est scandaleux, mais quand même, on leur donne des conditions pour être en centre social. Pourquoi ils ne vont pas en centre social? Parce qu'ils veulent préserver l'autonomie qu'ils ont acquise sur la route migratoire. Ils veulent pouvoir continuer à décider, pas être mis en situation de non-décision. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à faire en sorte que le travail social d'accueil prenne en compte cet aspect-là. Et c'est un grand problème, je dirais. Donc tu as raison sur les déterminants, mais ils sont sur les lieux d'arrivée. Et c'est ça. Moi, je suis convaincu que c'est ça qui pose problème à l'Europe dans l'accueil des migrants. Comme je le dis, je le redis, c'est moins le fait que l'on accueille. L'Europe, c'est à peu près 6, 7, 8 millions de migrants sur les dernières années, sur 400 millions d'habitants. Vous voyez, la France a accueilli à peu près 1,5 Syriens pour 10 000 habitants. C'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Donc, ce n'est pas le nombre. Hein. Ce n'est pas le nombre qui nous pose problème. C'est ce que représente ou ce que revendique ce nombre-là. C'est ça qui pose problème aujourd'hui dans le rapport qu'on a aux migrants. En réalité, c'est moins un rapport aux migrants qu'un rapport nord-sud qui se joue et qui veut continuer à garder sa stabilité. C'est ça qui se joue derrière. Simplement, ça que je défends comme idée, c'est pas, je ne veux pas romancer la vie des migrants, mais je ne veux pas non plus dire c'est que du négatif, et ainsi de suite. Moi, ces enfants qui vont évidemment déchirer le cœur. Quand on a fait l'enquête au Liban avec tous les collègues, Delphine, ainsi de suite, une partie de notre équipe d'enquête a passé son temps à pleurer, hein, dans les couloirs, et à sortir des entretiens, à aller pleurer, ainsi de suite. Alors, c'était intéressant à voir. Les enquêteurs français pleuraient, mais pas les Syriens. D'accord, voilà. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de voir ce découpage. Le chercheur qui allait enquêter sur les Syriens passait son temps à se retirer et à pleurer. Par contre, les Syriens ne pleuraient pas. Alors, ça ne veut pas dire que leur situation était bonne ou qu'elle était positive. Elle était, leur situation, extraordinairement mauvaise. C'était de l'esclavage, c'était de la mise à l'écart, ainsi de suite. Mais on trouve chez les dominés cette résistance, cette capacité à vivre. Et c'est ça que je veux raconter aussi dans mes enquêtes, c'est que les catégories populaires, qu'elles soient françaises ou ailleurs, ont une capacité de résistance extraordinaire, et que la résistance, ce n'est pas simplement être des milliers à manifester. La résistance, parfois, c'est simplement vivre. Excusez la collègue, résister, c'est vivre. Donc pour moi, quelqu'un qui fuit son pays, c'est pas de la lâcheté, c'est au contraire, c'est de la résistance, c'est savoir résister. Voilà, donc je voudrais raconter ça, donc je ne veux ni positiver ni romancer, mais raconter toute l'histoire et toute l'histoire des migrants. Un mot pour finir, c'est ça? Non, je ne sais pas. Ouais, moi je partage pas mal ce que tu viens de dire, Mustapha, sur ça, sur raconter toute l'histoire du migrant. Moi, je suis assez d'accord. Et du coup, je pense que peut-être que quand j'ai parlé de ma lettre, d'ailleurs, je ne parlais pas de ma lettre de ressenti personnel seulement. Je parlais de ma lettre sociale. Et je pense que une forme pour aller un peu dans le même sens de ce que tu disais, je pense que ce mal-être, justement, il est très bien compris, en fait, par les migrants. C'est-à-dire que le migrant, c'est pas juste une question d'attachement à sa terre, à sa famille, etc. Non, il peut aussi avoir une envie de se déraciner, d'aller voir ailleurs, et c'est tout à fait légitime. Mais il n'en est pas moins dupe. Enfin, il n'est pas du tout dupe en même temps que sa destination de migration, que tout ça c'est régi par des rapports de force et voilà. Et donc autant la population immobile, c'est-à-dire celle qui n'a pas la possibilité de bouger,
que celle qui a la possibilité de bouger. Il y a une espèce de sagesse un peu qu'on trouve, qui peut sortir sous forme de blague, sous forme d'humour, sur finalement qu'est-ce que ça veut dire que bouger dans ces conditions-là. On n'est pas dupe de ça. Et en même temps, on le fait. On vit, on bouge, ou si on peut, etc. Donc, je veux dire, c'est ça. Et c'est le fait de ne pas être dupe, c'est ça ce que je voulais dire en termes de mal-être. C'est-à-dire que finalement, on comprend bien que on essaie de tirer son épingle du jeu, qu'on est pragmatique, que tout ça, mais que ça se fait dans un contexte où il y a quand même des gens, des puissances, des forces qui gèrent des populations. Qui essaient de gérer des populations. Non, mais tout à fait. Qui essaient de gérer des populations et qui, du coup, nous font rentrer dans des dispositifs et nous... Voilà. Du coup, on essaie de tirer son épingle du jeu, on est pragmatique et tout ça, mais il y a quand même... mais voilà. Et moi, du coup, peut-être que ce que je voulais dire en complétant ton propos, c'était pas de minimiser la part d'intelligence et de résistance et de courage que peuvent connaître ces migrants, pas du tout. Je ne crois pas que ça soit ça qui soit ressorti de mon propos, mais plutôt de dire que finalement, il ne fallait pas oublier ces dispositifs-là. Que finalement, ça faisait partie d'une politique, tout ça s'inscrivait quand même dans des rapports de force et dans des politiques de gestion des populations et dans comment des gouvernants concevaient la gestion des populations et la gestion de leur mobilité, et comment est-ce que du coup... ils essayent de contraindre et de jouer avec ça, autant dans les pays d'accueil, ce que toi tu as très bien dit, que dans les pays de départ. Ce que moi j'ai essayé de dire à partir de la Jordanie, c'est que finalement on a une gestion de ça, de comment est-ce qu'il faut rendre mobile la population pour pouvoir en profiter. Et bien entendu que du point de vue du migrant, lui il fait ce qu'il a à faire. Et que c'est très bien comme ça et qu'il faut qu'il continue et voilà. Mais voilà, c'était peut-être mon mot à moi de la fin. Merci.